Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire qui se déroule le long d'une seule route, l'US Highway 20, en Oregon. Oui, et ce n'est pas une seule affaire en fait. Non, c'est ça qui est terrible. C'est toute une série de crimes, de disparitions, de meurtres qui s'étalent sur presque 20 ans, et avec un fil rouge absolument glaçant. Un homme, John Arthur Aykroyd. Un mécanicien pour les services autoroutiers de l'État. Le type, en apparence, complètement banal. Oui, un emploi stable, marié, des beaux enfants, la façade parfaite. Mais derrière ça, il y avait un prédateur qui se servait de son travail comme d'un terrain de chasse. Et pour décortiquer tout ça, on s'est vraiment plongé dans un dossier assez dense. La pièce centrale, c'est une enquête journalistique qui a gagné de nombreux prix, Ghosts of Highway 20. C'est vraiment notre guide. Oui, tout à fait. Mais on a aussi les coupures de presse de l'époque, les rapports de police et même la transcription d'un très long entretien filmé avec Aykroyd en prison. Ah oui, juste avant sa mort. C'est ça. Et toutes ces pièces, quand on les met bout à bout, ça dessine un portrait effrayant. Un portrait effrayant et surtout un puzzle qui a mis des décennies à être assemblé. C'est un peu ça le cœur de notre discussion aujourd'hui. Comment est-ce que toutes ces pièces ont pu rester éparpillées si longtemps sous les yeux de tout le monde? On va essayer de comprendre les failles du système, mais surtout... Surtout, redonner une place aux victimes. Exactement. Leurs voix, on va le voir, ont été tragiquement ignorées. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir au tout début, en 1977. Oui, parce que la première victime, ce n'est pas une victime de meurtre, c'est une survivante. Et son histoire est peut-être la plus révoltante de toutes. Elle s'appelle Marlène Gabrielsen. C'est ça, 20 ans, jeune maman, et après une dispute avec son mari dans un rodéo, elle fait un truc assez courant à l'époque, de l'autostop pour rentrer chez elle. Et c'est John Aykroyd qui s'arrête. Exactement. Et dès qu'elle monte dans son camion de service, elle sent que quelque chose cloche. Il y a des signaux d'alarme. Oui, elle le décrira plus tard aux enquêteurs. Il n'y a pas de poignée sur la portière côté passager. Elle ne peut pas sortir. Et il y a un fusil, bien en vue, sur un râtelier. D'accord. L'angoisse monte tout de suite. Et il l'emmène sur un chemin isolé. Il sort un couteau de chasse, il la menace et il la viole. C'est une situation de terreur absolue. Et pourtant, elle va faire preuve d'un sang-froid, mais incroyable. C'est ça qui est remarquable. Au lieu de céder à la panique, elle passe en mode survie. Elle lui parle. Oui, elle lui parle de son bébé, elle le supplie de la ramener en lui disant que personne ne peut s'occuper de son enfant. Elle essaie de l'humaniser, de se sauver. Et ça marche. Il accepte de la ramener. Oui, mais elle ne s'arrête pas là. Juste avant qu'il la dépose, elle a un réflexe, mais génial. Lequel? Elle lui demande son numéro de téléphone. Sérieusement? Oui, en prétextant vouloir le revoir. Il le lui donne et elle le note sur son paquet de cigarettes. Elle a son nom, son numéro, elle a tout ce qu'il faut pour le faire tomber. Elle a tout. Et elle va voir la police tout de suite, le soir même. Oui. Les preuves sont là. Ses vêtements sont abîmés, un médecin constate les ecchymoses, les égratignures. Son histoire est parfaitement cohérente. Et là, la machine s'enraye. Pourquoi? C'est là que c'est terrible. C'est un biais systémique. D'un côté, on a une jeune femme qui a fait de l'autostop après une dispute. De l'autre, un employé de l'État, un type marié, stable. Le choix des enquêteurs est vite fait, en somme. Inconsciemment, oui. La parole de l'un a plus de poids. Et pour trancher, ils utilisent l'outil miracle de l'époque, le polygraphe. Le fameux détecteur de mensonges. On sait aujourd'hui que ça n'a aucune valeur scientifique. Aucune. Et le résultat est catastrophique. Le rapport du sergent qu'on a pu consulter est lapidaire. Pour Marlène, la conclusion, c'est mensonge. Et pour Aykroyd? Crédible? Alors qu'il a juste répondu non à 4 questions. Il n'y a aucune justification, aucune analyse. C'est juste un tampon qui valide un préjugé. Et le procureur classe l'affaire. Voilà. L'enquête journalistique le formule de manière très poignante. Si la police avait cru Marlène, elle aurait dû être la dernière victime de John Aykroyd. C'est une occasion manquée aux conséquences. Dévastatrice. Parce qu'un an plus tard, à la veille de Noël 1978, la Highway 20 réclame sa première victime. Oui, on est à Comsheroman, une petite communauté dans la forêt. Une femme de 35 ans, Kay Turner, directrice d'un centre de santé, une femme très active, part faire son jogging matinal. Et elle ne revient jamais. Jamais. La communauté est sous choc, les recherches commencent, et le nom de John Aykroyd apparaît presque tout de suite. Comment ça? Un de ses collègues des services autoroutiers dit les avoir vus, lui dans son camion, et Kay qui courait.
dans le même secteur, le matin de la disparition. Donc, dès le début, les soupçons se portent sur lui. Il est interrogé. Il est interrogé, oui, mais il nie. D'abord, il dit n'avoir rien vu. Puis, quelques semaines plus tard, il change de version. Il admet l'avoir juste croisé. Il minimise, il embrouille tout le monde. Et c'est encore l'affaire s'enlise, Exactement. jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Mais complètement fou, 8 mois plus tard. C'est-à-dire, Aykroyd débarque dans le magasin du village, en sueur, paniqué, en criant qu'il vient de découvrir les restes de Kay Turner en chassant le lapin. attends, c'est lui qui trouve le corps? Mais c'est un scénario de film. Les alarmes ont dû sonner de partout chez les enquêteurs, non? C'est ça qui est paradoxal. D'après les rapports, oui, ils sont très perplexes. Ils trouvent ça extrêmement bizarre. Comment a-t-il pu identifier quelques os et un bout de tissu comme étant Kay Turner? C'est impossible. Sur place, il trouve sa montre, arrachée, arrêtée à 9h27. Et puis, il y a ce détail incroyable. Un policier lève la tête et il voit un nid d'oiseau dans un arbre, juste au-dessus. Et Ah, à l'intérieur du nid, il y a des cheveux blonds. qui seront identifiés comme ceux de Kay. C'est fou. Et lui, Aykroyd, il dit quoi? Il dit tout et son contraire. Ses versions changent sans arrêt. D'abord, il a juste trébuché sur les os. Puis, il finit par raconter une histoire délirante. Laquelle? Il prétend avoir trouvé son corps 2 mois après sa disparition, déjà en décomposition, avec une blessure par balle, la gorge tranchée. Et il dit n'avoir rien dit à personne. Mais c'est invraisemblable. Complètement. Mais il a un atout. Son ami, Roger Dalbeck, qui lui fournit un alibi en béton pour le matin du meurtre. Et sans preuve physique directe. Les soupçons ne suffisent pas. L'affaire reste non résolue. L'affaire Turner reste donc un mystère qui plane sur cette route pendant plus de 10 ans. Et pendant tout ce temps, Aykroyd, lui, continue sa vie. Il se remarie. Et c'est là, au sein de son propre foyer, que ça va frapper à nouveau. On est en 1990. Oui, et cette fois, la victime, c'est sa belle-fille, Rachanda Pickle. Elle a 13 ans. 13 ans. Elle disparaît de leur maison, un logement de fonction complètement isolé à Santiam Junction. Et les témoignages de ses amis sont clairs. Rachanda avait une peur bleue de se retrouver seule avec Aykroyd. Il était violent avec elle? Oui, elle racontait qu'il la battait, qu'il la molestait. C'était un environnement toxique, dangereux. Et le jour de la disparition, quel est le récit d'Aykroyd? Il prétend être rentré du travail plus tôt, ce que son superviseur démentira plus tard en disant qu'il y avait largement assez de travail pour toute la journée. D'accord. Premier mensonge. Il dit avoir proposé à Rachanda d'aller faire des photos dans la nature, qu'elle aurait refusé, il y serait allé seul et, à son retour, pouf, elle n'était plus là. Et il attend des heures avant de prévenir la police. Et son comportement, j'imagine, éveille les soupçons? Plus que ça. Les enquêteurs le décrivent comme détaché, pas du tout inquiet. Pire, il commence à faire des spéculations morbides sur ce qui a pu arriver à sa belle-fille. Ah ouais. Des scénarios très violents, très détaillés, qui ressemblent, d'après la police, aux films d'horreur qu'il adore. C'est tellement suspect que le procureur de l'affaire Turner, Bill Hanlon, quand il apprend la nouvelle, sa réaction est immédiate. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à un collègue « Ça y est, John Aykroyd a tué Kay Turner. Pour lui, il n'y a plus aucun doute. » C'est la coïncidence de trop, en fait. Être la dernière personne à voir vivante une joggeuse disparue, c'est une chose. Mais quand ça arrive une deuxième fois, avec sa propre belle-fille, c'est statistiquement impossible. D'ailleurs, des années plus tard, la transcription de son interrogatoire en prison est fascinante. Un détective lui dit en face « Pour qu'une chose pareille arrive 2 fois par hasard, il faudrait gagner au loto 4 ou 5 fois. Et la réponse d'Aykroyd? » Elle fait froid dans le dos. Il répond juste « 2 fois à notre connaissance. » À notre connaissance. Oui. C'est une phrase terrible. C'est à la fois un aveu et une menace. On sent que le gouffre est bien plus profond que ce qu'on imaginait. Et malheureusement, la suite va le confirmer. Et pendant qu'ils enquêtent sur le passé, il frappe à nouveau. Non. 2 adolescentes disparaissent. Melissa Sanders, 17 ans, et Sheila Swanson, 19 ans. Ah, il y a un lien avec lui. Un lien direct. Les sources montrent qu'elles le connaissaient bien. C'était un habitué du restaurant où elles passaient leur temps. D'accord. Elles ont été vues pour la dernière fois sur la côte. Elles avaient dit à des amis qu'elles comptaient rentrer en autostop. Leurs corps seront retrouvés des mois plus tard sur un chemin forestier, en plein sur le secteur que John Aykroyd patrouillait pour son travail. Et c'est là qu'un témoignage clé va enfin faire surface. Oui, mais bien plus tard, un de ses collègues, Marvin Larrant, va se souvenir d'un truc qui l'avait marqué à l'époque. Racontez-nous.
Il avait vu Aykroyd arriver très tard en soir à l'atelier, les manches retroussées, les bras couverts de sang séché jusqu'aux coudes. Et son excuse? J'ai percuté un cerf, j'ai dû le vider sur place. À l'époque, Laurent n'a pas fait le lien, mais avec la découverte des corps, ce souvenir prend une toute autre dimension. L'étau se resserre, toutes les pièces du puzzle commencent enfin à s'emboîter. Qu'est-ce qui va provoquer son arrestation finalement? C'est le passé qui le rattrape. Quelques semaines après la disparition de Melissa et Sheila, la police arrête enfin Aykroyd. Pour ce double meurtre. Non, pour le meurtre de Kay Turner, commis 14 ans plus tôt. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qui a changé? Le déclic, c'est le témoignage de l'ex-femme de Roger Beck, l'homme qui lui avait fourni son alibi. Elle craque et elle avoue avoir menti à l'époque pour les couvrir tous les deux. L'alibi s'effondre? C'est un processus long. En 1993, il est jugé et condamné à la prison à vie pour le meurtre de Kay Turner. Et pour sa belle-fille, Rachanda? Il faudra attendre 20 ans de plus, 20 ans, jusqu'en 2013. Là, il plaide non coupable, mais ne conteste pas les faits. C'est un accord juridique qui lui évite un procès en échange de la garantie qu'il ne demandera jamais de libération. Mais il n'avouera jamais où se trouve son corps. Jamais. Et pour les deux dernières victimes, Melissa et Sheila? Les procureurs avaient assez de preuves, mais ils ont classé l'affaire. Aykroyd était déjà condamné à 2 peines à vie. Il était certain de mourir en prison. Un nouveau procès très coûteux n'aurait rien changé à son sort. John Aykroyd est donc mort en prison en 2016. Et jusqu'au bout, si on en croit son dernier entretien, il a maintenu son innocence. Oui, face caméra, il déclare « Je suis totalement innocent et je le dirai jusqu'à ma mort ». Il n'a jamais avoué. Mais cette histoire, au fond, ce n'est pas vraiment son histoire à lui. Non, c'est surtout l'histoire de ses victimes, et celle d'un système qui a échoué à les protéger. Encore et encore. Le cas de Marlène Gabrielsen, par lequel on a commencé, est le symbole de tout ça. C'est vrai. Une survivante qui a eu le courage incroyable de parler, de donner le nom, le numéro de son agresseur, et qui n'a tout simplement pas été crue. Et il a fallu des décennies pour qu'elle obtienne une forme de reconnaissance. Des décennies, et la publication de l'enquête Ghost of Highway 20, c'est ça qui lui a enfin donné raison publiquement. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus troublante de la Highway 20. Cette série de tragédies nous renvoie à une question, très simple, mais fondamentale. Qui choisit-on de croire ? Exactement. Et quelles sont les conséquences de ce choix? Combien de fantômes, comme le dit le titre de l'enquête, sont créés non seulement par les gestes d'un prédateur, mais aussi par le silence, l'inaction ou l'incrédulité de ceux qui sont censés nous protéger? C'est une pensée qui reste, oui, longtemps après avoir refermé ce dossier.